Le Monde en direct. 18h43, c'est une réunion importante qui se tiendra à La Haye les 2 prochains jours. Un sommet réunissant les 32 pays membres de l'OTAN. Sommet qui intervient dans un contexte géopolitique particulièrement mouvant, avec une guerre aux frontières de l'OTAN et un allié américain qui semble moins fiable qu'avant. Un sommet qui devrait entériner la volonté d'augmenter significativement les dépenses en matière de défense, puisque l'on passerait de l'objectif 2% du PIB à l'objectif 5%, ou plus exactement 3,5% pour les dépenses purement militaires et 1,5% pour les dépenses relatives à la sécurité. Au sens large, on écoute Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Il s'en félicitait cet après-midi en conférence de presse. Le plan d'investissement en matière de défense que les alliés adopteront à La Haye introduit une nouvelle base de référence, à savoir 5% du PIB à investir dans la défense. Il s'agit d'un bond en avant, ambitieux, historique et fondamental pour assurer notre avenir. Un accord de principe a été conclu sur cette nouvelle norme de 5%, mais elle n'en fait pas moins débat au sein des États membres de l'Alliance. Sommes-nous vraiment prêts, nous citoyens européens, à payer pour notre défense ? Vous participez à la discussion avec nos invités en formant le 070 66 55 44 ou le 071 200 500 sur WhatsApp. La première, Le Monde en direct. Sont toujours avec nous l'ancien officier français, Guillaume Ancel, le consultant défense Frédéric Moreau, et on accueille une troisième invitée, Estelle Rix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut Royal Supérieur de Défense et spécialiste de l'organisation transatlantique. Avant de vous donner la parole, on file à La Haye rejoindre notre envoyé spécial Alice Debatty. Alice, ce sommet de l'OTAN risque bien de marquer un tournant. Oui, tout à fait. Plus de 30 ans après l'effondrement du bloc soviétique, les Alliés s'apprêtent à consentir à des dépenses records. Avec un chiffre phare, le fameux 5%. C'est la part du produit intérieur brut que les 32 pays de l'OTAN consacreront à leur défense, contre 2% actuellement. C'est une exigence américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a mis une forte pression sur les Alliés. Il les menace de se désengager en Europe s'ils ne dépensent pas plus dans leur défense. Les Européens seraient alors seuls face à la menace russe. Si certains pays comme la Pologne ou les pays baltes tutoient déjà ce niveau des 5% et que l'Allemagne envisage un effort important, les autres alliés en sont très loin. L'Espagne, par exemple, est très critique sur l'objectif des 5% et a semé le doute ce week-end sur la perspective d'un accord. La Belgique fait aussi partie des plus mauvais élèves de l'Alliance Atlantique. Nous devrions passer la barre des 2% de PIB en 2025. Les modalités de financement n'ont pas encore été précisément arrêtées. Enfin, Alice, est-ce que le président Donald Trump sera bien là ? Oui, tout à fait. La Maison-Blanche l'a confirmé aujourd'hui. Le doute persistait depuis les frappes américaines sur les 3 sites nucléaires en Iran ce week-end. Alors, le sommet n'a pas encore officiellement commencé ici à La Haye, mais le nom de Donald Trump est déjà sur toutes les lèvres. Il n'a jamais caché son antipathie à l'égard de l'OTAN. Le programme du sommet a d'ailleurs été réduit pour éviter les situations potentiellement tendues. Il n'y aura qu'une session de travail ce mercredi. Les échanges dureront 2h30 maximum. Le but, éviter que Donald Trump s'ennuie et quitte le sommet plus tôt que prévu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est aussi attendu à La Haye, mais ne participera pas aux réunions de travail, aussi pour éviter des tensions avec le président américain. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, rencontrera le président ukrainien pour un entretien et il l'a rappelé aujourd'hui lors de sa conférence de presse. La Russie reste la menace la plus directe pour l'Alliance. Alice Debatty, notre envoyée spéciale à La Haye. Estelle Rix, première question pour vous. C'est l'ère 3.0 qui commence pour l'OTAN ? Alors effectivement, on est dans un momentum pour l'organisation. On a eu, si on doit schématiser grossièrement, une première période pour l'organisation, c'était la période de la guerre froide. Lorsqu'on a créé l'organisation, c'était clairement la première mission de l'organisation, c'était une mission de défense collective face à l'adversaire qui était l'URSS. Puis on a eu l'après-guerre froide, où on a eu essentiellement des opérations de gestion de crise. On a vu les armées de l'OTAN diminuer drastiquement les moyens qu'ils dépensaient pour leurs armées, avec des armées plus petites, plus professionnelles, basées sur des équipements très technologiques. Et puis on a cette troisième période qui s'est accélérée avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014, et puis la
la seconde invasion en 2022, où justement on retourne à la première mission de l'OTAN, cette défense collective, et donc l'importance pour les pays européens de veiller à la sécurité de leur propre continent. Et deuxième chose de cette OTAN 3.0, c'est qu'on est face à l'administration Trump. On a connu le mandat Trump 1, qui était déjà qui mettait en difficulté quelque peu le lien transatlantique et qui maintenant ébranle à nouveau l'OTAN, mais de manière encore plus pressante. Et donc on est face à une OTAN qui doit se réinventer, qui doit éventuellement s'européaniser face à des États-Unis dont l'objectif principal n'est plus l'Europe, mais bien l'Indo-Pacifique. Alors ça, c'est pas une nouveauté. On sait que depuis le début des années 2010, c'est vers l'Indo-Pacifique qu'on est tourné, mais on entend aussi un Donald Trump qui explique que les Européens, au sein de l'OTAN, doivent dépenser plus justement pour assurer leur propre sécurité sur le sol européen. Vous dites l'OTAN doit s'européaniser et en même temps, Guillaume Ancel, on vient de l'entendre dans la bouche de notre correspondante Alice Debatty, c'est Trump qui est au centre du jeu. Hein. Guillaume Ancel, vous êtes toujours avec nous ? Je pose la question à Frédéric Moreau en attendant qu'on retrouve la connexion avec Guillaume Ancel. Oui, soyons clairs, c'est le bal des hypocrites. Cette troisième phase de l'OTAN, c'est l'OTAN zombie. L'OTAN zombie, elle est à la fois morte et vivante. Elle est morte parce que plus personne ne croit dans la garantie de sécurité américaine, a fortiori la garantie nucléaire. Personne n'est assez dupe pour imaginer que Donald Trump va risquer un conflit nucléaire avec la Russie pour défendre les frontières de l'Alliance. Et pour preuve, il a été exclu de l'ordre du jour de ce sommet de parler de la Russie. Et Zelensky n'est même pas admis au pouvoir. Donc le génie de l'OTAN, qui était la garantie de dissuasion conventionnelle et nucléaire de l'Alliance, est sorti de la bouteille et personne ne l'y remettra. Mais néanmoins, jusqu'à présent, cette alliance est encore vivante parce que ça sert les intérêts américains. Il ne s'agit pas de défendre les frontières, il s'agit de compter les dollars. Ne soyons pas dupes, 5%, c'est pas... Donald Trump n'a que faire de la défense de l'Europe. Ce qui l'intéresse, c'est de vendre des armes américaines. C'est le seul objectif de ce sommet. Et je m'attends encore à une surprise qui va sortir de son chapeau. Donc pour vous, c'est l'OTAN au service des États-Unis. Guillaume Ancel, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On n'a toujours pas, malheureusement, Guillaume Ancel. La connexion s'est perdue. Estelle Orix, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pouvez-vous répéter votre question ? Est-ce que c'est l'OTAN au service des États-Unis aujourd'hui? Est-ce que finalement les décisions qui sont prises, et c'est vrai que l'axe central, ce sera sans doute l'augmentation des dépenses très importantes avec un seuil qui monte à 5%, est-ce que ça va être au service des Américains parce que on va sans doute leur acheter beaucoup de matériel militaire notamment? Alors il ne faut pas se voiler la face, cela fait maintenant de nombreuses décennies que l'OTAN est alimentée principalement par les Américains en matière de capacité dites facilitatrices, donc pour des capacités très importantes telles que le renseignement, le commandement et le contrôle. Donc on voit que les Américains sont largement à la manœuvre dans l'organisation. De là à dire que l'OTAN est là pour servir les États-Unis, je pense que les Européens ne seraient pas d'avis à dire que l'OTAN, qui reste quand même l'organisation militaire la plus robuste de notre siècle, soit uniquement au service des États-Unis. Donc je pense que les Européens se rendent bien compte que la fiabilité des États-Unis n'est plus ce qu'elle était, que les Européens doivent renforcer leur propre défense, mais ils se rendent compte malgré tout qu'il ne faut pas être naïf dans les intentions des Américains. Donc je ne pense pas que l'OTAN soit au service des États-Unis, mais il y a cette volonté malgré tout d'assurer le lien transatlantique qui est actuellement nécessaire à lien qui est abîmé pour le moment. Ouais. Exactement. Une petite réflexion de la part d'un de nos auditeurs, Jonathan. Il dit « Je suis militaire, je ne comprends pas la logique actuelle des années durant la Belgique a été le parent pauvre de l'OTAN. Le président actuel des USA a une lubie de plus et il dit il faut 5% d'investissement et tout le monde dit ok. Déjà si on avait été aux 2% demandés par l'OTAN, ça aurait été déjà pas mal. Et puis en plus il dit de plus investir autant alors qu'une réforme sur le personnel bat son plein, c'est tout à fait paradoxal.
Comment investir, hein, c'est toute la question qui va se poser aussi, Frédéric Moreau, parce que c'est bien de fixer des normes, et on a énormément d'auditeurs et d'auditrices qui nous ont écrit, notamment sur la page Facebook de La Première, et qui comprennent pas bien. Ils disent toutes ces dépenses alors qu'on a besoin de sous partout. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on n'a pas intérêt d'abord et avant tout à coordonner, par exemple, nos moyens militaires avant de faire des dépenses supplémentaires? Alors c'est effectivement une réponse de bon sens, hein, ça tombe sous le sens. Alors je dis pas qu'il ne faille pas dépenser plus, mais qu'est-ce qu'il faudrait dépenser? Il faudrait dépenser dans ce que l'on appelle les catalyseurs stratégiques. C'est-à-dire? Alors les premiers catalyseurs stratégiques, alors on parle beaucoup de satellites, de renseignements opérationnels à fin d'action. Guillaume Ancel le mentionnait tout à l'heure, l'importance du renseignement opérationnel à fin d'action, mais le point principal, crucial de toute chaîne de commandement politico-militaire, c'est le C2. C'est-à-dire que si vous voulez mener une guerre en Europe sans les Américains, il faut commencer par avoir des capacités, des OHQ, des états-majors de force, qui soient capables de transmettre les ordres. Or, par exemple, l'un des plus importants de ces centres de commandement, pour commander toutes les opérations aériennes, est la base militaire américaine de Ramstein en Allemagne. C'est une base américaine. Tous les ordinateurs et les personnels sont américains. Si les Américains ne veulent pas commander une opération militaire, vous ne faites rien. Ce que vous dénoncez régulièrement, Frédéric Moreau, c'est cette dépendance que l'on a encore avec les États-Unis, et c'est notamment aussi le cas avec les fameux F-35 que la Belgique s'apprête à nouveau à... Ah ben là, vous enchaînez pour des années et des décennies aux Américains. Vous pouvez acheter, supposons que ce soit le meilleur avion de combat, ce qui reste encore à démontrer, mais vous enchaînez. Qu'arrivera-t-il si au moment de vérité, dans le Kairos, les Américains disent ben non, on veut pas que vous utilisiez les F-35, parce que il faut savoir que le F-35 n'a d'utilité que s'il est relié au combat cloud, au cloud de combat des Américains. Si les Américains, c'est pas un switch kill, attention, c'est pas une impossibilité de voler, mais si vous n'avez pas l'assignation des targets, des cibles faites par les Américains, vous allez nulle part. Pour vous, une des priorités, c'est un avion d'aéroclub. C'est s'autonomiser, c'est la souveraineté militaire de l'Europe, et c'est en effet ce que beaucoup d'experts disent aujourd'hui, s'intégrer en effet. Entre Européens. Ce sommet de l'OTAN, on entend, Estelle Rix, qu'il est aussi assez sensible parce qu'il y a des divergences. Il y a des divergences notamment entre les États-Unis et l'Europe, mais pas que, parce que par rapport au positionnement des États-Unis, tout le monde ne se place pas de la même manière en Europe, et notamment sur l'achat de matériel américain. Ça va être, c'est quand même une épreuve de vérité, en fait, ce sommet qu'on annonce historique. Il faut pas afficher de divergence, en l'occurrence. Effectivement, c'est vraiment dans l'ADN de ces sommets de l'OTAN, c'est d'afficher un discours commun, unifié. C'est pas le moment effectivement de se disputer, et donc on attend un communiqué où on affiche l'unité des pays de l'OTAN. Et ne pas trop parler d'Ukraine, ça peut quand même sembler assez paradoxal, ça, dans le contexte actuel, parce que pour le coup, si on doit justifier dans un pays comme la Belgique d'avoir 5% de dépenses militaires, il faut que ce soit une menace que l'on perçoit comme concrète quand même. Alors apparemment, on va quand même en parler. C'est vrai que dans les derniers sommets de l'OTAN, l'Ukraine était le sujet principal des discussions. Évidemment, avec le président Trump et son attitude un peu ambivalente avec la Russie, eh bien, on va vraisemblablement moins en parler. Mais je viens d'entendre le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui a dit que l'adhésion de l'Ukraine est irréversible. Donc, on parlera quand même que, comme on l'a fait dans ces derniers sommets de l'OTAN, l'avenir de l'OTAN, l'avenir de l'Ukraine se trouve à l'OTAN. Donc, on en parlera, mais pas trop. Je pense que le communiqué de presse final sera beaucoup plus court que les autres années, justement pour éviter d'ouvrir la boîte de Pandore, et donc de ne pas rentrer non plus dans les détails. Je ne pense pas que cette fois-ci, par rapport aux autres sommets de l'OTAN, on va dire clairement qu'une aide on va donner des chiffres sur une aide militaire à l'Ukraine. On l'a vu ici au dernier sommet du G7 avec la sortie fracassante du président américain, qui n'est même pas laissé, c'est vraiment une première, qui n'est même pas restée jusqu'à la fin.
parlant de ce qui se passait au Moyen-Orient, mais évitant à tout prix justement de croiser le président Zelensky, même si c'est évidemment pas dit officiellement, mais donc on se doute que l'Ukraine, on en parlera, mais on parlera surtout d'argent. D'argent, d'investissement des pays de l'OTAN pour l'organisation. Étape indispensable, étape peut-être historique, mais en même temps ce sont des caps qu'on affiche surtout, c'est-à-dire on va dépenser, on va intégrer l'Ukraine à un moment donné, mais tout ça est quand même fort abstrait, Frédéric. Mais écoutez, c'est un paradoxe quand même qui vous a pas échappé. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va dépenser de l'argent, beaucoup d'argent, mais on va pas parler de la menace. Enfin là, il y a quand même une dystopie fonctionnelle de premier ordre. Et on ne va pas parler de la Russie pour pas peiner l'ami de Donald Trump, à savoir Vladimir Poutine. Enfin, on marche sur la tête. Merci beaucoup. C'est l'alliance commerciale. Merci Frédéric Moreau, merci Estelle Lerix, merci à Guillaume Ancel qui était avec nous depuis Paris, dont on a perdu la connexion. Merci Julie, on se retrouve demain avec grand plaisir. Bonne soirée à tous.